Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans ce deuxième épisode de la Pod Affiliation, le podcast 100% affiliation. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir André Dubois de Traffic Mania. André avec qui nous allons aborder et nous allons décortiquer comment il est possible de créer une chaîne YouTube et d'en vivre. Dans cet épisode, nous aborderons les sujets suivants comme les 4 étapes pour lancer sa chaîne YouTube sur les chapeaux de roue. L'étape numéro 2 est la plus importante et est également la moins connue. Également, on verra les avantages et les inconvénients à lancer une chaîne YouTube plutôt qu'un blog. On verra également pourquoi la plupart des youtubeurs débutants se plantent dès la mise en ligne de leur première vidéo. On verra également la technique du noyau qui a permis à André de monter sa chaîne sur le judo à plus de 7000 abonnés qualifiés en l'espace de 6 mois. Et puis on verra également comment espionner ses concurrents pour trouver les bons mots-clés qui vont te permettre de référencer ta vidéo YouTube. On verra également bien sûr beaucoup d'autres conseils tout au long de cette vidéo, tout au long de cette interview. Et avant de commencer, 2 choses. Je t'invite dans un premier temps à t'abonner à la chaîne YouTube si tu regardes cette vidéo sur YouTube ou également de t'abonner à SoundCloud. Également, tu peux télécharger le récapitulatif de l'interview au format PDF, récapitulatif qui va te servir de plan d'action pour lancer ta propre chaîne YouTube. Sache également qu'André dispose d'une formation dans laquelle il te prend par la main étape par étape pour t'aider à créer ta chaîne YouTube et spécialement pour les membres de la Pod Academy, il va réouvrir ses portes pour une durée limitée. Je t'invite donc à vérifier et à regarder si elle est encore disponible dans la description de la vidéo YouTube. C'est maintenant le moment de rejoindre André, c'est parti. Nous voici en présence de André, donc ça fait vraiment très plaisir de t'avoir sur le podcast pour la simple et bonne raison que je me souviens quand j'étais blogueur, il y a de ça quelques années en arrière, et tout simplement je t'ai vu un petit peu partout, je t'ai vu sur pas mal d'articles de blog, et je me demandais d'où est-ce qu'il sort. Et également ce qui est intéressant, c'est que j'ai un pote à moi qui est dans tout ce qui va être, on va dire plutôt santé, réflexologie, et qui te suit, qui m'a beaucoup parlé de toi. Donc ça me fait vraiment très plaisir, André, de t'avoir sur ce podcast. Donc André, pour les personnes qui éventuellement ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Déjà, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité, Kevin. Ça me fait aussi plaisir d'être ici. Donc, je m'appelle André Dubois. J'ai un blog qui est dédié au web marketing qui s'appelle Traffic Mania. Donc, c'est pour ce blog et également pour la chaîne YouTube Traffic Mania que je suis le plus connu en ligne. Mais j'ai également d'autres projets annexes dont on pourra certainement parler qui tournent eux aussi sur des formats blog ou sur des formats YouTube. D'accord, donc tu es à la fois sur donc tout ce qui va être blogging, donc c'était ta principale activité, ton principal média, et par la suite tu es passé à YouTube, c'est ça ? C'est ça. Alors, si tu prends Traffic Mania, l'essentiel de ce business repose sur le blog, mais YouTube m'a permis d'augmenter mon audience et d'avoir de nouveaux clients. Ouais. Mais si tu prends un autre projet que j'ai monté avec mon prof de judo jiu-jitsu qui s'appelle Dojo en ligne, c'est un projet qui repose majoritairement sur YouTube parce qu'évidemment, quand tu commences à parler enseignement des arts martiaux, c'est beaucoup plus visuel. Donc là, YouTube s'est imposé de lui-même et le blog est vraiment là juste pour héberger, on va dire, quelques articles et les pages de vente. Donc en fonction de mes différents business, on est plus sur du blogging ou alors plus sur du YouTube. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait passer, dans la continuité de tes activités, qu'est-ce qui t'a fait de passer pour Traffic Mania, donc d'une partie blogging à une partie YouTube ? Est-ce que tu as été chercher, par exemple, un nouveau canal, une nouvelle source de trafic, ou est-ce que tu as voulu, toi de ton côté, tu en avais entre guillemets, et ça peut arriver pour certains blogueurs, marre de faire de la rédaction et passer un côté plutôt format vidéo qui te permet également d'avoir une présence et une intimité un peu plus profonde avec comment on pourrait appeler ça, avec les personnes qui te suivent, parce qu'ils vont te voir forcément face caméra. Alors je dirais qu'il y a un peu de tout ça. Marre de l'écriture, oui et non. Moi j'aime beaucoup écrire, mais comme je fais des articles très très longs, c'est vrai que des fois je manque de courage et j'ai pas envie de me lancer dans la rédaction d'un bidule de 3000 mots. Et là, faut admettre que la vidéo est plus rapide. Toutefois, j'ai pas abandonné l'écrit, c'est-à-dire que régulièrement, je pense que environ une fois par mois, je republie à nouveau un article écrit parce que les gens aiment beaucoup ça et moi aussi. C'était également la possibilité d'aller chercher du trafic supplémentaire, de me faire découvrir à d'autres personnes.
Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert via le biais de YouTube. Par contre, sur YouTube, j'incite fortement les gens à aller voir mon blog, qui reste malgré tout le cœur de mon métier. Donc YouTube est en fait un petit satellite. Cette chaîne YouTube est un satellite et le blog est toujours la planète principale. D'accord. Alors c'est assez drôle que tu dis ça, parce qu'il y a un moment, je me souviens, il y a peut-être 1, 2, alors peut-être 3 ans, je me souviens plus dans les dates. Il y avait pas mal de blogueurs justement qui te disaient que le blogging était mort, qu'il fallait se mettre sur YouTube, mais sauf que la plupart d'entre eux ont quand même gardé leur blog, et quand tu écoutes les interviews maintenant, ils te disent que finalement, c'est mon blog qui, au final, me rapporte quand même énormément de trafic. Ouais, donc, alors ça c'est... le web marketing, il faut faire attention parce que tu sais, il y a des gens qui ont besoin de sortir dans leur business model, qui sortent des formations toutes les semaines. Ouais. Ok, très bien, ça peut fonctionner, moi je l'ai fait sur d'autres sites, etc. Le souci, c'est que ça nécessite un tel besoin de renouvellement que tu as quand même besoin de toujours proposer de la nouveauté. Et c'est vrai qu'à un moment, ils ont tous commencé à dire lâchez les blogs, allez sur YouTube. Pile quand eux-mêmes ont fait cette bascule, et ils ont décrété que le blogging était mort. Donc aller sur YouTube, c'est une très bonne idée, mais décréter que le blogging était mort, moi je l'ai jamais vu dans mes chiffres. J'ai toujours eu de la croissance de trafic, j'ai toujours eu de la croissance d'abonnés. Et le blogging a un avantage sur YouTube, c'est que le blogging te rend l'inscription à la newsletter beaucoup plus facile. C'est assez difficile, moi je trouve, d'amener des gens qui sont sur YouTube et qui sont dans une optique, ok, je regarde des vidéos tranquilles sur mon téléphone ou tranquilles sur mon ordi, et de les amener sur un site et de leur faire lâcher leur email. C'est une conversion qui est beaucoup plus facile à faire si tu es blogueur. Donc, le business se faisant essentiellement avec la newsletter, le blog a encore cet avantage déterminant de permettre un nombre d'inscrits, enfin un taux de conversion qui est selon moi plus intéressant. Et en fait, pour clôturer cette histoire de tel support est mort, en fait, tu as 3 supports. Tu as l'écrit, tu as l'audio, tu as la vidéo. D'accord ? L'écrit, ça va être sur un blog. La vidéo, ça va essentiellement être sur YouTube. Et l'audio, ça va être en podcast, alors soit sur SoundCloud, soit sur les solutions Apple, etc., etc. Sur chacun de ces supports, on rencontre des grands succès. Si tu vas voir le marché américain, il y a des gens qui sont que en blog, qui cartonnent. Tu prends Copyblogger, ils sont que sur le blogging, ils sont même pas sur les réseaux sociaux, ils cartonnent. T'as John Lee Dumas, qui est principalement quelqu'un qui fait des interviews et qui cartonne. Et tu as des gens qui font que du YouTube et qui cartonnent. Et tu as des gens qui font un peu des 2 ou des 3 et qui cartonnent aussi. Donc, c'est pas vraiment une histoire de support. C'est plus une histoire de contenu, de qualité de contenu. C'est plus une histoire du lien que tu arrives à tisser avec ton audience, plutôt que de dire telle manière de fonctionner marche pas. C'est comme dans la vraie vie, la télé n'a pas tué les livres. Ce sont des supports qui coexistent. Il y a toujours beaucoup de livres qui se vendent. Et tout comme Internet n'a pas tué la télé, ça coexiste en fait. Eh bien, en ligne, c'est la même chose. Le blogging, YouTube et les podcasts coexistent et on peut avoir de très belles réussites sur chacun de ces supports. Ok, donc tu réponds plus ou moins à une question que je m'étais posée et une question que je voulais te poser également qui était, par exemple, si j'ai envie de me lancer donc sur le web, alors peu importe la thématique, mais je sais également que tu poses souvent la question aux personnes qui veulent se lancer, c'est quelle va être, est-ce que la thématique sur laquelle tu veux te lancer est rentable? C'est vrai que également moi je l'aborde beaucoup dans tout ce qui va être site de niche, mais à partir du moment où on sait que notre niche va être rentable, qu'il y a forcément une audience derrière, une audience qui est prête à acheter, comment est-ce que toi tu lancerais une nouvelle chaîne YouTube? Comment est-ce que tu lancerais ta chaîne YouTube finalement? Est-ce que on va partir sur une vidéo par jour pendant 30 jours? Je sais que c'est un petit peu cliché, il y a pas mal de personnes qui le font. J'avais vu également certaines personnes qui le faisaient et finalement quand tu regardes le résultat entre leur nombre d'abonnés et le nombre de vues, c'est pas extraordinaire, ça dépasse pas forcément la barre des 50 voire 100 vues sur les premières vidéos. Mais est-ce qu'il y a une stratégie un petit peu comme toi tu le fais dans le blogging, parce que je sais que tu le fais d'une manière qui est quand même assez différente et qui ma foi marche extrêmement bien également? Alors je vais t'expliquer comment j'ai fait pour ma chaîne de judo, d'accord? Mais avant ça je vais te donner quelques chiffres. Donc, c'est une chaîne qui parle judo jiu-jitsu. Okay, donc, c'est un sport qui est pratiqué par 600 000 licenciés en France, le judo. Donc, à la base, il y a un marché. On a aussi choisi cette niche parce que sur le marché anglophone, on a vu qu'il y avait beaucoup de sites qui vendaient des formations sur ce genre de discipline. Donc, on s'est dit qu'il y avait un marché. Donc ça, le premier truc, c'est déjà de valider son marché, parce que si tu pars sur quelque chose sur lequel il n'y a pas de marché, tu pourras faire tout ce que tu veux, tu vas avoir le plus grand mal. Donc on n'avait pas de doute sur quand je dis on, c'est moi et mon prof. On n'avait pas de doute sur le marché. Maintenant on s'est dit ok,
C'est très visuel, ça s'explique avec de la vidéo, donc ça sera probablement sur YouTube. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien, moi, c'est toujours la même chose. Quel que soit le support, je me démerde, pardon pour le gros mot, je me débrouille pour toujours construire un premier noyau d'inscrits. Et donc, sur cette chaîne-là, le premier mois a non pas été utilisé à produire 30 vidéos par jour que personne n'aurait vu parce que personne ne me connaît. Ce premier mois, moi, je l'ai utilisé à organiser un concours sur Facebook dans lequel on a fait gagner un kimono made in Japan haut de gamme d'une valeur de 300 €. Donc, on a pris la meilleure marque de kimono, le truc super beau, machin, que personne ne peut se payer parce que c'est trop cher. On en a acheté un, enfin, on n'en a pas acheté un, on a dit aux gens, voilà, participez au concours. Pour participer à ce concours, il suffit de vous inscrire à notre newsletter. Et à la fin du mois, on tire une personne au sort. Cette personne nous donne ses mensurations et on lui commande le kimono qui va bien. Et on a fait tourner ça sur Facebook avec un budget publicitaire. Ça nous a envoyé en 30 jours 2400 inscrits à la newsletter. Et une fois que j'avais ces 2400 inscrits, j'ai fait ma première vidéo que j'ai postée sur la chaîne. J'ai envoyé un email à la liste et bim, j'ai eu plein de vues. Et ensuite, donc ça c'est vraiment pour le lancement, pour répondre précisément à ta question. Et donc très rapidement, en utilisant cette technique, on a réussi à avoir un premier noyau d'inscrits, des gens qui nous ont suivis, et ça marche plutôt pas mal parce que c'est pas une audience aussi pure que si c'était des vrais inscrits, les concours, parce qu'il y a quand même un effet d'opportuniste. Les gens ils viennent pour gagner un lot. Mais comme le lot, il est ultra ciblé judo, jujitsu, ça te fait quand même venir des mecs qui font du judo et du jujitsu, d'accord? Et on le voit dans les taux de clics et les taux d'ouverture des emails, que l'audience était tout de même intéressée par nos contenus, par nos vidéos, par nos offres commerciales. Donc voilà, on a vraiment démarré comme ça. Et c'est vrai que je propose la même chose en blogging. Je dis aux gens, partez pas à publier comme des cinglés parce que personne vous connaît, donc personne va vous lire et vous allez vous décourager. Utilisez d'autres stratégies pour construire un premier noyau d'inscrits. Eh ben, sur YouTube, tu vois, on a utilisé la même technique. D'accord, donc c'est hyper intéressant parce que ça va te permettre déjà, par exemple, si tu veux avoir tes 100 premiers, voire tes 1000 premiers abonnés sur ta chaîne YouTube, finalement, le fait d'avoir ce vivier de personnes que tu as sur ta newsletter, ils vont directement alimenter ta chaîne YouTube qui n'est même pas encore créée. Exactement. Dès ta première publication sur ta chaîne, tu auras quelques centaines d'inscrits. Tous ne vont pas le faire, mais pas mal vont le faire, et tu auras quelques centaines de vues. Et aujourd'hui, donc la chaîne, on est quoi? On est en mai. On a vraiment commencé. Donc le concours, ça devait être novembre ou octobre, enfin dans ces eaux-là. On a commencé à publier fin novembre, début décembre. Donc la chaîne, elle a 6 gros mois. On a 7000 abonnés. On a des vidéos qui ont dépassé les 100 000 vues. On a des vidéos qui ont dépassé les 30 000. La plupart de nos vidéos, elles sont au-delà des 10 000 vues. Ça nous génère des inscrits tous les jours et ça nous génère des ventes. Donc après, on a utilisé d'autres stratégies, mais vraiment pour le démarrage, c'était ta question sur le lancement, on a fait comme ça. On a créé un premier noyau d'inscrits. D'accord. Alors c'est des choses qu'on n'entend pas forcément sur le web. Je vois la plupart des conseils qu'on peut avoir, c'est comme je te le disais un petit peu la stratégie d'une vidéo par jour. Alors c'est deux stratégies différentes. Peut-être que je pense que tu as également un côté référencement derrière. C'est vrai qu'après il y a peut-être un bridage sur YouTube sur les nouvelles chaînes. Un petit peu comme tu peux l'avoir sur Google. Mais après, en termes de référencement, est-ce que toi, tu choisis des mots-clés particuliers, par exemple sur une vidéo que tu vas lancer, parce que tu vas avoir bien sûr ton cœur de prospect, ton cœur d'auditeur, mais également pour que ta chaîne ou que ta vidéo puisse pousser sur les moteurs de recherche de YouTube. Est-ce que tu as une stratégie de recherche de mots-clés? Est-ce que, par exemple, ta vidéo, tu vas avoir une description type? Est-ce que tu vas avoir un petit peu comme on peut le faire finalement pour un blog, d'avoir du SEO, on va dire, sur ta vidéo, et également tout ce qui va être marqueur d'une vidéo de qualité qui va faire que YouTube va pousser ta vidéo sur son moteur de recherche? Exactement, ça je dirais que c'est la seconde cartouche. La première cartouche, c'est créer son cœur de premiers inscrits dès le début. Ok, ça je viens d'en parler. La deuxième cartouche sur YouTube, c'est de travailler au maximum son référencement, son positionnement dans YouTube. Alors, moi j'ai appliqué bêtement les conseils d'un cours que j'ai créé. Et ça repose sur quelques piliers qui sont simples, mais qui sont pas si évidents à mettre en œuvre. Le premier pilier, effectivement, c'est les mots-clés.
Donc, pour la chaîne Dojo en ligne, j'ai passé plusieurs journées où j'ai fait que ça, où je me suis vraiment creusé la tête sur quel mot-clé il faut me positionner. Et c'est ça qui est rigolo, parce que finalement, on a une vidéo qui a dépassé les 100 000 vues, et elle est positionnée sur le mot-clé balayage. Donc, tu vois, c'est un mouvement de judo, le balayage. Le problème, et c'est là que ça devient intéressant, et on peut vraiment discuter de la pertinence des mots-clés, c'est que quand tu te positionnes sur un mot-clé comme balayage, ça va te ramener plein de gens qui sont pas forcément judoka, jujitsuka, donc qui sont pas des clients potentiels. Donc finalement, notre vidéo qui a le mieux marché, je suis pas certain que ça soit celle qui soit la meilleure pour notre business. En revanche, sur toutes les autres vidéos, on s'est positionné sur des mots-clés que j'avais identifiés, donc technique judo débutant, comment faire tel mouvement. Alors je vais pas donner les noms japonais, on s'en fout ici, mais voilà. Donc je me suis positionné sur des mots-clés. Donc ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose qui est super importante, c'est la qualité de la vidéo. Il y a un indicateur que YouTube regarde comme le lait sur le feu, c'est combien de temps les gens restent sur ta vidéo, d'accord ? Donc si YouTube se rend compte qu'il y a un maximum de monde qui reste longtemps, qu'il y a un maximum de monde qui reste jusqu'au bout de la vidéo, c'est un indicateur fort de qualité, et ça, automatiquement, ça te fait remonter dans les classements de YouTube. Et donc, pour les vidéos de judo, quand tu les regardes, elles sont très montées, il y a de la voix off, c'est filmé avec du ralenti, c'est filmé avec 2 angles de vue. On essaye de faire des choses qui sont accessibles au début et puis spectaculaires à la fin pour garder une espèce de gradation. Bref, on utilise... En fait, c'est comme des techniques de copywriting, mais vidéo. On utilise des stratégies qui rendent le contenu très intéressant, qui font que les gens vont rester dessus le plus longtemps possible. Et c'est ça qui fait que très très vite, on a eu des milliers et des milliers d'inscrits. Aujourd'hui, la chaîne, elle a, je crois, 14 vidéos. C'est très peu en 6 mois. 14 vidéos, c'est que dalle. N'empêche qu'on a on a 7000 abonnés, on a des vidéos qui ont été vues des dizaines de milliers de fois. Ça nous a envoyé des milliers d'inscrits sur la newsletter. Pourquoi ? Tout simplement parce que les vidéos, elles sont super bonnes et que très vite, on s'est retrouvé dans les hauts de classement de YouTube. Donc aujourd'hui, si tu tapes technique de judo ou judo sur YouTube, il faut pas longtemps pour que tu tombes sur une de nos vidéos. Donc ça demande quand même c'est plus, alors je vais dire comme une production, pas cinéma, mais tout a été quand même pensé à l'avance, la manière dont tu vas avoir, dont tu as scripté la vidéo pour faire en sorte de tenir les personnes en haleine jusqu'à la fin de la vidéo. Donc il y a quand même tout un travail en amont qui va être plus sur le... Il y a un gros boulot de recherche de mots-clés, de structuration et de script de la vidéo, et de se dire, voilà, comment est-ce qu'on va la rendre intéressante ? Comment est-ce qu'on va faire que les gens restent le plus longtemps possible ? Où est-ce qu'on cale nos appels à l'action pour convertir un maximum ? Parce qu'encore une fois, c'est pas facile de faire quitter les gens, de faire quitter les gens YouTube, que les gens quittent YouTube, pour laisser leur email dans un formulaire. Donc il y a un vrai gros boulot. C'est pas du tout fait au hasard. Et ça explique le succès de la chaîne, parce que des vidéos de judo, je veux dire, il y en avait des tonnes déjà sur Internet. Tourné par des grands maîtres japonais, machin et tout. Et nous, on est arrivé là-dedans et on est en train de faire notre place. C'est intéressant de voir à quel point une chaîne, à partir du moment où c'est bien pensé en amont, où tu as un gros travail de réflexion au préalable, comme quoi tu peux la faire exploser. J'avais juste une question pour toi, pour tout ce qui va être mots-clés. Est-ce que tu utilises des logiciels particuliers pour YouTube ? Je sais que tu as TubeBuddy, tu vas avoir Keyword Everywhere qui vont te permettre également de voir un petit peu les recherches que tu as sur YouTube. Lequel tu utilises de ton côté ? Figure-toi que pour cette chaîne-là, j'en ai utilisé aucun. Pour cette chaîne-là, j'ai tout simplement... alors, j'ai utilisé beaucoup de tactiques, mais il y en a 2 que j'ai utilisées plus que les autres. La première, c'est tout simplement l'espionnage. Donc, j'ai été voir toutes les chaînes qui tournaient autour des arts martiaux. Sur le marché anglophone, j'ai fait un petit tri par popularité et j'ai essayé de comprendre ce qui marchait chez eux. D'accord ? Donc, tu vas avoir une vidéo d'un mec qui donne des cours de karaté aux États-Unis. On a vu que, par exemple, 11 façons de faire tel mouvement, ça cartonnait. Et donc, nous, ensuite, on a adapté ça. On s'est dit, au lieu de faire 11 façons de faire un mouvement de karaté, on va faire 11 façons de faire un mouvement de judo. Tu vois ? Donc, déjà, un espionnage poussé sur des dizaines de concurrents. Donc ça, c'est un peu fastidieux. Donc, tu prends ton petit fichier Excel ou ta feuille de papier et puis tu notes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on a utilisé les suggestions de recherche. Tu sais, quand tu commences à taper quelque chose dans YouTube, tout à fait. Et tu regardes ce qui arrive. Voilà, c'est vraiment les 2 outils que j'ai utilisés. Là, récemment,
comme je voulais avoir des informations un petit peu plus précises, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a passé énormément de temps là avec mon prof à créer un produit. Ouais. Et donc, on a un peu ralenti le rythme de publication sur la chaîne. Donc, je me suis dit, bon, pour tenir le truc un peu éveillé, je vais faire un peu d'écrit. Donc, j'ai utilisé Youda pour trouver les mots-clés pour l'écrit. Ouais. Il me donne aussi des idées pour YouTube, même si souvent les mots-clés YouTube et les mots-clés écrits, c'est pas tout à fait. Enfin, il peut y avoir des nuances. Ah, donc, mais voilà, tu vois, pour le blog, c'est ça. En tout cas, j'ai pas utilisé de logiciel. Donc, même en y allant entre guillemets à l'arrache, si on prend le temps de faire le boulot et qu'on utilise un peu sa matière grise, on y arrive. Hein. Ouais, mais tout à fait. Donc toi, tu t'inspires quand même en termes de concurrence sur le marché anglophone. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre la manière dont les anglophones vont consommer? Parce que par exemple, des cours de judo, alors pour en avoir fait, c'est vrai que tu as plus tendance, toi, à aller à la salle pour faire un cours de judo. Est-ce que ça va dépendre également de la cible que tu vas viser? Est-ce que c'est par exemple quand tu vas... Parce que je le vois là, je suis en train de monter une chaîne sur tout ce qui va être barista. Et moi, j'ai clairement 3 cibles. Je vais avoir les personnes qui veulent ouvrir un coffee shop, donc les personnes qui sont en reconversion professionnelle. Et je vais avoir éventuellement des personnes qui sont soit qui veulent devenir barista, donc trouver un travail, ou qui sont baristas et qui veulent développer leurs compétences. Et je vais avoir également des personnes qui sont juste amateurs de café, qui n'ont pas envie de faire une Senseo, mais qui ont envie de faire vraiment, entre guillemets, un vrai café à la maison. Est-ce que en fonction de la cible et peut-être également de la nationalité, est-ce que tu vas, on va dire, orienter ton contenu et peut-être la monétisation de ta chaîne différemment? Alors ça, c'est vraiment une question super importante. Et là, on rentre vraiment, selon moi, dans le marketing du produit. Parce que comme tu le dis, les gens qui pratiquent le sport dont je te parle, c'est des gens qui vont au club. Donc il y a déjà quelqu'un qui leur explique comment on pratique et comment on fait les mouvements toutes les semaines. Ouais. Et donc, et c'est vrai que si tu tapes un nom de prise sur Internet, je te prends un exemple, Uchimata, il y a 50 000 vidéos avec des grands maîtres japonais qui te montrent comment on fait Uchimata dans les règles de l'art. Mmh. C'est sûr que si tu dis, putain, on arrive là-dedans sans amener plus de valeur, on peut pas y arriver. Donc, nous, déjà, ce qu'on a fait, pour affiner, enfin, le truc, c'est que trop souvent, les gens, en blogging ou sur YouTube, peu importe, sur Internet, on va dire, quand ils commencent à vouloir créer leurs produits, ils partent sur ce qu'ils ont en tête. Mais c'est une erreur parce que c'est pas forcément ce que ton audience attend. Donc, nous, ce qu'on a fait, avant notre première formation, on a tout simplement sondé notre audience. Donc, on a envoyé un petit email, sondage Google Form. Quel est votre plus gros problème avec la pratique du judo, du jiu-jitsu? Quel est votre âge? Quel est votre niveau? Blablabla. Blablabla. Ouais. Et donc, on a vu qu'il y avait quelque chose qui revenait souvent, c'est que les gens disaient, on arrive à placer les mouvements à l'entraînement, mais on n'arrive jamais à les placer en combat. D'accord. Tu vois? Ouais. Parce que c'est une chose de le faire sur un mec qui t'aide et qui est disponible, mais c'est autre chose de le faire contre un mec qui lutte. Et donc, l'idée du produit, elle est venue de là. Notre premier produit, il explique aux gens comment est-ce qu'on fait pour gagner un combat. Et le message, c'est de leur dire, voilà, vous vous entraînez régulièrement, votre prof, il vous a tout appris, n'empêche que quand vous êtes sur le tatami face à un mec qui bastonne un peu, vous n'y arrivez pas. Pourquoi? Donc voilà les techniques. Donc là, bon, après, c'est mon maître qui prend le relais parce que lui, c'est vraiment un spécialiste. Hein. Ouais. C'est pas moi qui expliquais ça. Moi, je suis là vraiment pour moi, j'organise, je fais la partie marketing, etc. Mais donc, comment tu fais justement donc, pour t'adresser, pour réussir à faire des ventes sur telle ou telle audience? Moi, à la rigueur, je ne sais pas si on peut... peut-être qu'on peut vendre plus facilement aux Américains parce qu'ils sont ultra consommateurs. Peut-être qu'on peut leur vendre plus cher parce qu'ils ont plus de pouvoir d'achat que nous, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, la clé, selon moi, pour réussir à faire des ventes, c'est tout simplement de se dire quel problème je peux les aider à résoudre. Enfin, je veux dire, c'est basique. Mais pour lequel ils ne trouvent pas facilement la réponse en ligne. Quel problème je peux les aider à résoudre pour lequel ils ne trouvent pas facilement la réponse en ligne. C'est très facile de trouver en ligne comment on fait Uchimata, mais c'est pas facile de trouver en ligne comment tu gagnes un combat de judo de A à Z. Tu vois, les techniques, les machins, les petites astuces et tout. Et c'est pour ça que ça a cartonné. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question, en fait, mais ça me semblait être la manière la plus proche. Tout à fait. Bah, ça se rapproche exactement sur le questionnement que je me fais. C'est-à-dire que je le vois notamment sur la chaîne du café, mais également sur la chaîne sur laquelle vous écoutez cette vidéo, c'est que entre les attentes et
éventuellement ce que tu penses que les personnes attendent de toi. Et quand tu leur poses la question de qu'est-ce que eux attendent, bah tu t'aperçois que des fois il y a carrément un gouffre. Et le fait des choses qui te paraissent peut-être anodines de ton côté parce que tu as entre guillemets un certain niveau, tu as développé des certaines compétences, et des trucs qui te paraissent d'un niveau, on va dire, banal, et qui posent parfois un réel problème à ton audience. Et c'est vrai que mais il bloque là-dessus, mais moi ça fait des années que j'ai outrepassé ça en fait. Et ouais, donc, carrément. Et moi, tu vois, c'est une erreur que j'ai fait sur Traffic Mania, que j'ai corrigée il y a peu de temps. C'est que j'avais pas de produit ultra débutant. Ouais. J'avais pas de produit qui montrait comment on crée un blog WordPress, etc., etc. Moi, je m'étais toujours dit, ouais, je vais m'adresser aux gens qui ont déjà un blog. Et finalement, le produit sur lequel j'ai fait le plus de ventes, c'est celui qui reprend les choses du début, si tu veux. Donc, ouais, c'est vrai que des fois, et on commet tous cette erreur, en fait, il faut pas confondre ses propres besoins avec ceux du marché. Tout à fait. Et finalement, ça m'a rappelé quand j'ai commencé le blogging. Je fais putain, mais comment est-ce que je prends un hébergeur, un nom de domaine, waouh, mais en plus je dois payer, putain, c'est cher. Et puis, oh, WordPress, attends, mais comment est-ce que je fais le réglage de tout ça? Et c'est vrai que finalement, une fois que tu l'as fait 10, 15, 20 fois, ça te paraît tellement simple, mais t'en oublies que la première fois où tu as ouvert une base MySQL, si c'est bien si je m'en rappelle bien, tu avais l'impression d'ouvrir le capot d'une voiture dans laquelle tu n'avais jamais mis les mains avant, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que c'est vrai, il y a ce côté, voilà, nous on a l'habitude, mais c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde. Et le second point, c'est vraiment de se dire, qu'est-ce que tu peux amener comme solution qui est pas facilement trouvable sur Internet? Et c'est là que c'est intéressant, parce que finalement aujourd'hui sur Internet, t'as tout. Toute l'information du monde, tout le savoir du monde, il est en ligne, disponible en un clic. Mais le problème justement, c'est ça, c'est la submersion. Et finalement, si tu es capable de montrer le chemin, un chemin qui fonctionne, c'est ça que tu peux vendre. Et c'est ça, il y a plein de gens qui comprennent pas ça, ils disent ah là, je veux faire un blog sur le développement personnel, mais tout a déjà été écrit sur comment être heureux, comment rebondir après un échec, etc., etc. Et je leur ai dit non, il y a 50 000 articles qui disent voilà, les clés du bonheur, c'est ceci, c'est cela, mais quelque chose qui te donne un vrai plan d'action de A à Z sur 6 mois, qui t'explique bah voilà, aujourd'hui je suis pas bien, mais dans 6 mois je serai bien dans mes pompes, ça n'existe pas. Et si tu fais ça, tu auras des gens qui seront en mesure de l'acheter. Donc la clé vraiment aujourd'hui, même en fait on est des métiers où on doit simplifier. On est des gens qui doivent montrer aux gens un chemin sur les millions de chemins qu'on leur propose sur Internet, dont beaucoup sont foireux, quoi. Tout à fait, mais ça fait penser un petit peu au théorème du chiot et des croquettes, où je sais pas si tu avais déjà vu passer ça, c'est tu prends un chiot, tu prends des croquettes et tu vas lancer une croquette à gauche, et en fait le chiot il va partir à gauche comme un malade pour essayer de récupérer la croquette. Mais juste avant qu'il la récupère, hop, t'en lances une à droite. Et le chiot, il n'aurait même pas le temps de choper la croquette, qui va aller à droite parce qu'il a vu la nouvelle croquette. Et tu fais comme ça, gauche-droite, et au bout de la 20e, bah, finalement, il n'aurait même pas mangé une seule. Ouais. Et finalement, je pense que beaucoup de personnes tombent dans le piège. Également, moi, ça m'arrive également, voilà, sur des nouveaux business, des choses comme ça. Je fais, ah, ça c'est génial, ah, puis il y a ça, ah, puis il y a ça. Et puis finalement, tu arrives à la fin du mois, tu as fait un petit peu de tout, mais finalement, tu as fait un peu de rien. Alors que si tu te serais vraiment concentré à fond sur un truc, eh ben, tu auras déjà un business qui tournerait en fait. Exactement. Et moi, c'est pour ça que je dis aux gens, quand vous démarrez, partez pas sur Instagram, partez pas sur Twitter, essayez pas de vous construire des audiences dans tous les sens. Concentrez-vous sur la newsletter, c'est là que vous ferez de l'argent. Pour le reste, vous verrez après. Et parce que effectivement, ça génère beaucoup de confusion, ça génère beaucoup de dispersion. Et les gens, après, ils ont l'impression d'avoir bossé comme des malades pendant des mois. Ils lancent leur premier produit, puis ils en vendent 3, quoi. Ils se disent, mais attends, j'ai gagné 200 €, comment je gagne ma vie en faisant 200 € de chiffre d'affaires par mois, quoi. Bah ouais, non, mais clairement. Et c'est fou, parce que, alors ça, c'est une discussion, ouais. C'est hyper vaniteux de dire ça, mais avec le recul, et moi qui suis vraiment dedans et qui ai l'habitude de conseiller comme c'est simple, en fait, de gagner 1 500 à 2 000 € par mois en ligne, sans déconner. Enfin, je veux dire, quand t'as les outils, quand t'as les méthodologies, quand tu comprends un peu comment ça se passe. Mais moi, mon problème maintenant, c'est le temps, tu vois, c'est que je me dis, mais je pourrais ouvrir 50 blogs tellement j'ai des idées dans tous les sens. Il y a des besoins dans tous les sens, il y a des niches porteuses dans tous les sens. Et c'est vraiment dommage que les gens échouent par manque de méthodologie, quoi. Donc, selon toi, alors, quels seraient les grands principes pour gagner de l'argent avec ta chaîne YouTube, en fait? Quelles seraient les grandes étapes? Mais en fait, sur YouTube ou sur n'importe quel support, selon moi, c'est d'abord
c'est de valider son positionnement. Ok, c'est de se dire dans quelle niche je vais aller, comment je vais faire pour me différencier, quel genre de produit je vais pouvoir vendre pour pouvoir gagner ma vie dans ça. Ok, ça c'est super important. C'est un gros travail de préparation. Donc ça passe par étudier son marché, ça passe par étudier ses compétiteurs. Voilà. Ça c'est la première phase. La deuxième chose, c'est de construire son audience avant de publier. Donc c'est le truc le plus contre-intuitif, mais à chaque fois que je l'ai fait, moi ça a marché. C'est ce que je vous ai expliqué là sur mes démarrages de la chaîne judo. Voilà, je l'ai fait sur d'autres blogs, ça fonctionne bien. Comme ça, tu as du trafic rapidement. Et le troisième truc, c'est de la qualité du contenu. Aujourd'hui, sur Internet, finalement, des gens qui produisent combien de fois, honnêtement, combien de fois par semaine tu lis un article et tu dis « Waouh, là, le mec, il m'a scotché, c'est puissant. » Moi, pas tant que ça. Hein. Donc, il y a des millions d'articles, mais honnêtement, des bons articles, il n'y en a pas des tonnes. Et enfin, le dernier point, c'est la promotion. C'est qu'est-ce que je fais pour me faire connaître. Normalement, si tu mets tout ça au vert, si tu tiens ces 4 points-là, ça doit tourner. Hein. Bon positionnement, méthodologie pour savoir se lancer intelligemment, qualité du contenu, promotion du contenu. Et en termes de promotion du contenu sur YouTube, donc tu as déjà ton vivier de mails que tu auras par exemple récupéré avec de la promotion comme tu l'avais fait avec le concours Facebook. Est-ce qu'après tu as d'autres techniques qui te permettent justement de te faire connaître, un petit peu comme pour le blogging où tu vas faire des articles invités? Est-ce que tu peux appliquer la même stratégie sur YouTube? Ou est-ce qu'il y a des stratégies différentes qui permettent... des techniques de promotion sur YouTube, il y en a un paquet. Moi, ce que j'ai fait sur Dojo en ligne, alors moi j'ai un certain confort, c'est que comme mon entreprise marche bien, moi je peux me payer de la pub, d'accord ? Ouais. Moi, ce que je faisais, c'est que je faisais des extraits des vidéos, je les balançais sur Facebook, je mettais quelques dizaines d'euros en budget publicitaire, et en fait, la vidéo c'est un extrait d'1 minute, et à la fin on disait si vous voulez la voir en entier, cliquez là, quoi. Ça a renvoyé directement sur la vidéo. Truc. Comment ? Ça a renvoyé directement sur la vidéo complète. Ouais, ça a renvoyé sur la chaîne YouTube, sur la vidéo complète, tout à fait. Donc ça, c'est une première chose qui marche bien, mais voilà, qui nécessite un budget. Mais il y a d'autres manières de se faire connaître sur YouTube. Tu peux interviewer des gens, tu peux faire du contenu en commun. Voilà, ça c'est juste quelques pistes comme ça qui fonctionnent bien. Donc le principe de base de la promotion, c'est utiliser les autres pour mettre ton contenu sous le nez de l'audience des autres personnes, quoi. Donc regarde là, tu m'interviews. Moi, quand l'interview, comme je la trouve sympa, quand elle sera publiée, je la partagerai sur mes réseaux sociaux, etc. Ça amènera un petit peu d'exposition à ta chaîne. Voilà. Donc les gens pensent que leur travail est fini lorsqu'ils ont publié leur contenu, qu'il soit écrit, podcast ou vidéo. En réalité, ils ont fait que la moitié du travail. Surtout au début. Au début, la promotion, c'est un gros taf. Quand tu as une grosse liste d'inscrits, que tu es positionné sur des gros mots-clés, entre guillemets, tu t'en fais moins, parce qu'il suffit d'envoyer un email à ta liste et ça roule. Mais au début, quand t'as rien, il faut se bouger le cul. Moi, je me souviens au début de mon blog Traffic Mania, mais je passais des journées à faire connaître mes articles. Et c'est vrai qu'à l'époque où je te voyais partout, je me suis dit, mais le nombre, alors, parce que j'étais également blogueur voyageur à l'époque sur le Vietnam, et quand je te voyais partout, je me suis dit, mais je le vois sur tel blog. Je me dis déjà que moi, de mon côté, je galère à arriver à faire un article invité, tu vois, par semaine ou par mois. Lui, il en fait je sais pas combien, peut-être, je sais pas, au moins 10 par mois, non, facile. Ouais, je sais plus, mais au début, j'en ai fait un paquet, mais je faisais que ça, si tu veux. Mais ce qui est intéressant, c'est un petit peu... Je me suis pas dispersé, parce que les gens, au début, ils vont essayer de monter leur chaîne une audience sur Facebook, une audience sur Twitter en même temps, alors que ça leur sert à rien, tu vois. Donc les articles invités, j'en ai fait beaucoup, et je faisais plein d'autres trucs, hein. Ce que je faisais aussi, c'est que je démarchais les gens en direct, c'est-à-dire, par exemple, je faisais une liste de, je sais pas moi, 50 blogs mode, des blogueuses mode, et je leur envoyais un petit email, j'ai dit salut, je suis André Dubois, je monte un site sur le trafic, sur le web marketing, j'ai écrit tel article, et j'ai écrit tel bonus, voilà, tu peux aller là si ça t'intéresse. Et je passais mes journées à envoyer des mails, et à un moment j'avais même pris un freelance, tellement j'en pouvais plus d'envoyer des dizaines de mails tous les jours, mais ça a payé, et c'est pour ça que ça a démarré très vite, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que ça te fait le double effet blogging, ultra qualifié blogging. Donc vu mon nombre de, je veux dire, j'ai des résultats financiers de malade, quoi. Parce que ça te permet d'avoir deux effets qui se coulent. Tu vas avoir le fait que tu vas récupérer dans un premier temps le trafic, une partie du trafic sur les blogs sur lesquels tu vas publier, mais également le truc que peut-être
le second effet qui se coule, ou pour lequel on s'en rend peut-être moins compte, c'est que tu vas avoir un lien sur un blog thématique et notamment de qualité qui fait que en termes de référencement par la suite, quand tu vas commencer à publier tes articles, parce qu'il faut savoir que quand tu crées un blog, c'est encore plus vrai maintenant, à moins que tu partes sur des domaines expirés, que tu as un bridage Google qui est à peu près de 4 mois, voire ça peut aller sur 6 mois, et que le référencement que tu vas faire, alors oui, il faut en faire un petit peu au départ pour pouvoir lancer le site, pour qu'une fois qu'il soit débridé, ça parte beaucoup plus vite. Mais c'est vrai que de publier des articles au départ, alors ça dépend, je pense qu'il y a quand même une grosse différence entre les sites de niche pur et dur et éventuellement un blog sur ta passion ou un blog pour lequel tu veux vraiment te mettre en avant, tu vois, où c'est vraiment une entreprise à part entière. Et je viens d'oublier ce que j'avais envie de dire. Oui, donc ça va te permettre également d'avoir un référencement de qualité à partir du moment où tu vas commencer à publier des articles. Oui, alors attention, effectivement, c'est un plus, mais comme toujours en référencement, en jouant le jeu. C'est-à-dire que à une époque, pas si lointaine que ça, il y a des gens qui avaient compris qu'ils pouvaient récupérer des liens, des backlinks, en faisant des articles invités. Et donc, ils ont commencé à monter des faux blogs où ils publiaient des faux articles invités, ou alors ils se publiaient chez les uns chez les autres des articles invités de basse qualité qu'ils faisaient rédiger par des rédacteurs. Ça fonctionne plus. Donc, une fois encore, ce qui fonctionne avec Google, c'est le contenu qualitatif. Et effectivement, si vous publiez un bon article invité qui est lu, qui est partagé, que les gens aiment, effectivement, ça sera un plus pour votre référencement parce que il y aura un lien qui pointe. Voilà, c'est plein d'indicateurs. Le lien est, l'article est consulté, le lien est cliqué, et quand le lien est cliqué, ils viennent sur ton site et également les gens y passent du temps. Donc forcément, c'est des marqueurs pour Google qui font que tiens, cet article est intéressant, qui renvoie sur un site qui est intéressant. Donc forcément, je le remonte dans les résultats de Google. D'ailleurs, quand tu prends le référencement sous cet angle-là, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, le référencement, c'est vraiment démystifié parce que il faut admettre une chose, il faut admettre que personne ne sait précisément quels sont les critères que Google utilise. L'article le plus complet que j'ai lu, le mec, il avait listé 200 critères, mais ça change continuellement et on connaît pas la pondération. Finalement, il y a que Google qui sait comment le classement est fait. Donc après, il y a des bonnes pratiques, il y a des annonces, il y a des mecs qui font des tests. Mais au final, si tu restes dans l'idée de te dire Google veut être le premier moteur de recherche, il veut être le moteur de recherche le plus utilisé. Donc Google veut tout simplement donner le bon article à ses utilisateurs. Et ben moi, si je produis du bon article, j'ai déjà fait la moitié du boulot, quoi. Et au final, tous les messages de Google en termes de référencement vont vers ce sens. Faites du bon contenu. Essayez pas de faire du black hat. Essayez pas de tordre le système, parce que nous, on le repère et on punit les gens qui le font. Donc, c'est une stratégie court terme. Si vous avez une stratégie long terme, produisez du contenu qualitatif, faites-en la promotion. Nous, on va le repérer et petit à petit, on l'amènera en tête. Et moi, par exemple, sur Traffic Mania, je suis en première page sur des mots-clés assez compétitifs, sans jamais avoir utilisé des hacks de référencement, tout simplement parce que je me suis mis comme objectif de faire le meilleur article possible sur tel et tel mot-clé, quoi. Tout à fait. Alors, sans forcément parler de hack et de black hat, c'est le fait d'avoir quand même des connaissances de base sur le référencement pour savoir un petit peu comment ça marche, comment faire en sorte que l'article que je vais rédiger, donc forcément, je le rédige de manière qualitative et pour donner de la valeur ajoutée à mon auditoire, mais également de faire en sorte que l'article que je suis en train de faire, pour donner également des signaux à Google que tel article parle, par exemple, de tel mot-clé, de tel champ lexical. Donc, on est d'accord, mais aujourd'hui, tu vois, par exemple, il y avait les fameuses balises. Mettez quelques mots-clés dans les balises, H1, H2, H3, etc., etc. Eh ben, il y a un mec de Google qui a balancé une petite bombe il y a quelques semaines sur Twitter, je crois, et qui a dit mais vous savez, les balises, ça fait bien longtemps qu'on n'en a plus rien à cirer. Et ça m'a trop fait rire parce que tu voyais tous les articles sur le référencement, soignez vos balises, mettez des machins, En fait, ils ont tellement d'avance sur l'intelligence artificielle, ils ont tellement d'avance sur les algorithmes de classement, etc. Moi, je connais pas leur technologie. Encore une fois, il y a que eux qui savent comment ils font. Il y a, à mon avis, un sacré écart entre ce que certains recommandent et la réalité du fonctionnement de Google que personne ne connaît. Donc finalement, voilà, le socle ultime, enfin je veux dire, il vaut mieux un très bon article
avec des mauvaises balises que des balises au top et un article pourri. Ah, mais on est tout à fait d'accord. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Je le vois également sur la plupart des sites de niche que j'ai lancés. Il y en a certains où j'ai fait un peu de la merde au début forcément, et puis, par la suite j'ai commencé à avoir des sites de niche qui étaient quand même beaucoup plus qualitatifs en termes de contenu. Et il y a un truc qu'on fait tous, c'est qu'en fonction du référencement qu'on fait, on regarde un petit peu comment évolue le trafic. Et le truc, c'est qu'à un moment, je me suis complètement déconnecté de la manière dont mon trafic évoluait. Et parce que dans tous les cas, tu peux pas corriger le tir à chaque fois que, par exemple, Google va te mettre une cartouche. Ça m'est déjà arrivé sur certains sites. Donc, qu'est-ce que tu fais dans tous les cas? Je pense que le mieux, alors ce n'est que mon expérience, que tu continues à publier du contenu de qualité sur des mots-clés sur lesquels tu veux te référencer. Tu continues également à faire du référencement également qualitatif, donc que ce soit par des articles invités ou d'autres techniques de référencement. Et finalement, j'ai pu constater qu'il y a des sites qui s'étaient fait entre guillemets shooter par Google, ou pour lequel le trafic avait fortement diminué à une certaine période, et d'un seul coup, tu ne sais pas pourquoi, tu as un pic vers le haut et ton site a pris un gap qui est quand même assez conséquent. Donc je pense qu'il y a toujours des bases à avoir pour le référencement, au moins des règles de bonne pratique comme on l'avait dit tout à l'heure, mais après il faut peut-être un petit peu se détacher du référencement pour le référencement et partir sur du contenu de qualité et également un minimum de référencement sans avoir le nez toujours pointé, enfin le nez carrément dedans. Écoute, on a un petit peu dévié de tout ce qui était sujet YouTube, mais c'était quand même super intéressant de parler, d'échanger avec toi sur tout ce qui va être technique de référencement et d'acquisition de trafic sur le blogging, mais je pense que c'est également un petit peu finalement le même principe sur YouTube. Mais je pense que j'ai fait la tournée des questions que j'avais à te poser. Allez, une dernière question, ça va être question, on va dire référencement sur YouTube. Est-ce que par exemple, toi dans la description, on entend beaucoup, il faut avoir un article, il faut avoir un titre de vidéo YouTube qui soit très spécifique avec tes mots-clés également dans la description et également dans les tags. Est-ce que c'est des techniques que tu appliques ou c'est des techniques que tu mets un petit peu de côté en secondaire par rapport à mon avis, c'est important parce que l'utilisateur sur YouTube, il va rentrer des mots-clés dans le moteur de recherche de YouTube. Donc effectivement, il faut essayer d'être bien positionné sur ces mots-clés-là. Une autre piste, c'est qu'il faut également être super bien positionné dans les vidéos suggérées. Moi, quand je regarde mes stats, en fait, la majorité de mon trafic YouTube, il vient des vidéos suggérées. Et qui arrive, selon moi, encore une fois, en ayant du contenu qualitatif. YouTube identifie ta vidéo comme étant qualitative et très très vite, elle arrive dans les vidéos suggérées. Donc, le résultat, moi aujourd'hui sur Traffic Mania, sur la chaîne YouTube, c'est que si sur YouTube tu cherches des mots-clés qui tournent autour de blogging, très très vite mes vidéos sont suggérées. Et comme après elles sont qualitatives, en général les gens plongent dedans et ils oublient les autres. Et pareil sur le judo jiu-jitsu, très très vite nos vidéos sont suggérées parce qu'elles sont sur des mots-clés proches, mais surtout parce qu'elles sont qualitatives, donc elles apparaissent dans les vidéos suggérées et les gens vont aller cliquer dessus pour aller voir quoi. Et ensuite, une fois qu'ils ont cliqué, je dirais que on a fait le boulot parce que ensuite le contenu, comme il est bon, les gens, en fait, au final, les gens ils préfèrent toujours apprendre quelque chose que d'être ébloui ou ébahi. Enfin, je reste persuadé que le contenu éducatif, bien tourné, divertissant, il faut pas que ça soit ennuyeux, est largement supérieur au contenu entre guillemets effrime. Ouais, donc c'est tout un écosystème finalement à créer, que ça soit ta chaîne YouTube ou un blog. C'est vraiment à tout penser en amont à comment tu vas le produire et le produire d'une manière qualitative avec toute cette question de stratégie derrière. Ouais, exactement. Ok. Écoute, ça m'a fait super plaisir de passer ces 42 minutes avec toi. Il y a beaucoup de choses hyper intéressantes. Pour savoir si on a envie, j'ai envie de lancer ma chaîne YouTube et j'ai envie d'être accompagné. Je sais que tu proposes une formation qui est beaucoup plus complète. Est-ce que tu peux nous en toucher un petit mot ? Exactement. Donc c'est un cours qui s'appelle Positionnement YouTube, qui vous montre justement comment utiliser YouTube pour obtenir des inscrits et une fois que vous avez des inscrits, des clients. Donc dans cette interview, Kevin, on a beaucoup parlé de positionner sa chaîne, on a beaucoup parlé de qualité de contenu, on a parlé de promotion des vidéos pour avoir plus de trafic.
On a parlé de comment faire pour avoir des vidéos qui arrivent dans les vidéos suggérées. Bref, l'ensemble de ces stratégies, en fait, elles sont expliquées dans ce cours. Clairement, ce cours, je l'ai appliqué bêtement sur ma chaîne Dojo en ligne, qui aujourd'hui, en 6 mois, a une quinzaine de vidéos. On a passé les 7000 abonnés. On a des vidéos qui font 10 000, qui font 30 000, qui font 100 000 vues. Et voilà, donc c'est un cours qui approfondit, qui explique comment faire de A à Z par rapport à tous les concepts qu'on a évoqués dans l'interview. D'accord, donc en gros, c'est tu filmes ton écran, tu mets sur pause et après tu reproduis de même sur... C'est du plan d'action. Moi, mes formations, je déteste les formations bavardes. Moi, j'aime les formations qui donnent des actions à réaliser parce que finalement, il n'y a que ça qui permet d'y arriver quand on suit ce genre de formation. Donc, je filme mon écran, c'est du slide PowerPoint commenté et j'explique, voilà, étape A, faites ceci, étape 2, faites ceci, étape 3, je vais vous expliquer comment obtenir tel résultat. Et voilà, donc ensuite, il faut simplement appliquer. Exactement. Donc, elle est disponible sur Traffic Mania. Il faut s'inscrire à la newsletter absolument pour pouvoir en profiter parce que c'est pas des formations qui sont ouvertes tout le temps. D'accord. Dans tous les cas, il y a tous les liens dans la description, alors de la vidéo YouTube également, dans la description du podcast sur SoundCloud. Vous pouvez retrouver tout ça. On a toutes les informations ci-dessous. Voilà, pour rejoindre André et donc cette formation et éventuellement tous les autres conseils qu'il partage autant sur son blog et sa chaîne YouTube. Je vous invite vraiment à aller faire un petit tour. Voilà, en tout cas, ça m'a fait vraiment très plaisir de partager cette interview avec toi. Beaucoup de conseils. Ça m'a également, de mon côté, permis d'entrevoir certaines possibilités également pour mes chaînes YouTube. Donc, c'était super, super cool. Je te remercie d'être intervenu. Et puis, écoute, je te souhaite tout le succès que tu mérites. Et puis, peut-être à l'occasion pour une autre interview, peut-être sur un autre sujet. En tout cas, ça m'a fait vraiment très plaisir. André, je te souhaite une très bonne journée également à tous nos auditeurs et on se retrouve très bientôt. Ciao, bye bye. Voilà pour ce deuxième épisode. Un grand merci à André pour tous les conseils qu'il a partagés au cours de cette interview. À savoir également, je te le rappelle, si tu veux aller beaucoup plus loin dans la création de ta chaîne YouTube, sache qu'André réouvre les portes de sa formation pour les abonnés de la pod affiliation et ce pour une durée très limitée. Pour savoir si elle est encore disponible, je te laisse aller prendre tous les renseignements dans la description de cette vidéo. Et quant à moi, je te retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes de la pod affiliation. Ciao, bye bye.